Je pense que je vais gagner ce procès car la loi est avec moi et les faits sont avec moi. Je pense que si vous demandez à n'importe quel parent si c'est normal que l'école décide comment l'enfant doit être soigné, la plupart des parents vous répondront que ce n'est pas le rôle de l'école d'être médecin, psychologue ou pharmacien. Le procès s'ouvrira au printemps 2005. Alan Milstein se dit sûr de le gagner. Nous avons voulu rencontrer les personnes mises en cause par l'avocat de Patricia. Avant d'arriver aux États-Unis, nous avions tenté sans succès de prendre un rendez-vous par téléphone avec le directeur de l'ancienne école de Michael. Une fois sur place, nous avons tenté une nouvelle fois, mais très vite, nous comprenons que nous ne sommes pas les bienvenus. En effet, quelques minutes après cette scène, un policier est venu nous arrêter. Nous avons passé 1 heure au poste de police pour avoir voulu simplement filmer l'école. Malgré le combat de Patricia et de son avocat, l'épidémie de surconsommation de médicaments par les enfants américains est loin d'être terminée. Nous sommes dans une école publique en Californie. La directrice de cette école primaire est très pessimiste. Pour elle, le nombre d'enfants prenant des traitements ne diminue toujours pas. J'ai vu apparaître de nouveaux médicaments car beaucoup d'enfants ont eu des problèmes avec la Ritaline. Ils maigrissaient, avaient des problèmes de vue. Les gens sont de mieux en mieux informés, mais je ne pense pas que ce soit la fin de la consommation de médicaments ici. Ces nouveaux types de médicaments pour les enfants hyperactifs se prennent le matin au petit déjeuner avant d'aller à l'école. Et il suffit d'une seule pilule par jour. Ainsi, l'école ne sait pas si l'enfant a pris ou non un traitement. Je ne sais pas combien de parents donnent de médicaments à leurs enfants aujourd'hui car c'est confidentiel. Les parents vont directement chez le docteur et reçoivent une prescription de médicaments. Mais ils ne nous en parlent pas, ils ne nous demandent pas notre avis. Donc on ne sait pas, quand les enfants ont de bons résultats, si c'est grâce au traitement ou pas. De nombreux enfants américains sont donc aujourd'hui pris au piège de l'hyperactivité. Par l'école qui ne veut plus d'élèves agités, par les parents qui veulent des enfants parfaits, par certains médecins qui multiplient leur clientèle et par les laboratoires qui ont trouvé en eux des consommateurs bien dociles. Pour tenter de comprendre, nous avons rencontré le pédiatre Lawrence Diller. Il vit près de San Francisco. C'est un des meilleurs spécialistes du traitement de l'hyperactivité. Nous, les Américains, nous avons l'obsession de la technologie. Et nous avons l'obsession d'éduquer les gens à vivre dans un monde technologique. On nous demande tous de passer par le même moule. C'est comme si vous essayiez de faire rentrer des ronds dans des carrés. Et si vous n'y arrivez pas, vous essayez un peu d'arrondir les angles, en faisant par exemple une éducation spécialisée. Et si ça continue à ne pas marcher, vous mettez un peu de Ritaline et ça va rentrer. Mais ce qu'on oublie, c'est que les gens ne changeront pas de cerveau. Il y a 30 ans, les enfants ne devaient pas savoir lire à la maternelle. Et maintenant, on leur demande de savoir le faire. Ce jour-là, dans la salle d'attente, il y a Robert et sa mère. Robert a 10 ans. Il est suivi par le docteur Diller depuis 1 an et demi. Il prend depuis ce moment-là un traitement à base de Ritaline. Mais aujourd'hui, le médecin pense qu'il peut arrêter, car Robert n'a plus de problème d'hyperactivité. Il va le tester en lui posant de nombreuses questions. Tu as l'air tout à fait bien maintenant, Robert, non? Veux-tu essayer de me dire pourquoi tu sembles si bien? Parce que je prends le médicament. J'ai parlé à son professeur vendredi. C'était Halloween à l'école et j'étais là. Il m'a dit que le niveau de Robert était excellent maintenant. Il travaille même le week-end à la maison, ce qu'il ne faisait pas avant. Maintenant, il a de très bonnes notes. Comme ça marche bien maintenant à l'école, si tu n'as pas vraiment besoin de ces médicaments, pourquoi veux-tu continuer de les prendre, Robert? Tu comprends ce que je veux dire? Je pense que j'en ai encore besoin.
Grâce à ces médicaments, je peux vraiment me concentrer pendant longtemps. Tu peux me donner un exemple en quoi cela t'aide? Le médicament m'aide à rester concentré, donc je ne suis plus perturbée par les autres. Robert n'a pas envie de renoncer aux médicaments, car grâce à lui, il est aujourd'hui un bon élève. Voilà comment la pilule de l'obéissance est devenue la pilule de la réussite scolaire. Tous les gens qui ont une baisse de performance vont chez le docteur pour prendre des stimulants, car vous pouvez prendre ces médicaments sans être hyperactif. Mais là, c'est illégal et c'est un abus car la Ritaline est un médicament dont vous pouvez abuser. De nombreux ados ont pris de la Ritaline ou de l'Adderall illégalement qu'ils ont trouvé par d'autres moyens. Et ils en prennent en la sniffant, comme de la cocaïne. Car si vous ne pouvez pas avoir de la cocaïne, prenez de la Ritaline. C'est un excellent substitut. Cette molécule est donc devenue un moyen d'améliorer ses performances scolaires. Sur le campus de la prestigieuse université de Berkeley, nous avons demandé au hasard aux étudiants s'ils connaissaient ce produit utilisé comme une drogue. J'en ai pris dans le passé. J'ai été déclarée hyperactive quand j'étais au cours préparatoire. J'en connais plein qui en prennent en sniffant pour rester en forme pour étudier, même s'ils ne sont pas hyperactifs. C'est juste pour se marrer. Mon frère a des problèmes de concentration en classe. Alors ils ont pensé que ça l'aiderait beaucoup de prendre ce médicament. Il l'arrête pendant l'été et quand il ne va pas en classe, il n'en prend pas non plus. Vous pensez que c'est une drogue? Ah oui, absolument. Ça, c'est une drogue, oui. Je ne sais pas s'il y a un trafic de Ritaline ici à Berkeley, mais ça ne m'étonnerait pas parce qu'il y en a tellement qui circulent dans les facs. Mo est étudiant à Berkeley et il vit sur le campus. Lorsqu'il était plus jeune, il a tout essayé en matière de drogue. Parmi elles, la Ritaline. Il a accepté de nous en parler. La première fois que j'ai pris de la Ritaline, ma petite amie était au lycée. Son père était psychiatre, donc il avait tous les médicaments possibles et elle nous en donnait. Parfois on l'avalait, parfois on la sniffait. Ça dépendait si on voulait un effet plus fort. Notre impression, c'est que la majorité des étudiants sont à la recherche de la performance. Ils ont la pression pour réussir. Comme dans toutes les autres universités compétitives, les étudiants veulent bien faire. Et donc, certains étudiants font le choix de prendre de la Ritaline ou n'importe quel autre substitut grâce auquel ils pensent qu'ils vont réussir leurs examens. Selon une enquête américaine auprès de plusieurs universités, près de 10% des étudiants ont pris ce médicament au moins une fois dans leur vie pour améliorer leur performance. Retour à Paris, nous sommes au début du mois de janvier, il y a quelques jours. Alan, le jeune garçon d'abord diagnostiqué hyperactif, vient de passer une série de tests. Apparemment, tout va bien. Les éléments observés au cours de ces épreuves neuropsychologiques ne permettent pas de poser le diagnostic de troubles déficitaires de l'attention. Et les résultats montrent que Alan n'est pas hyperactif. Il n'est pas hyperactif, est-ce qu'il a un déficit d'attention? Non, non plus. Très performant en concentration, en attention, etc. Par contre, très forte personnalité, très grande opposition. Alan n'a pris aucun traitement. Depuis la rentrée scolaire, il n'est plus agité en classe. Il a sauté le cours préparatoire. Il fait même partie des bons élèves. Voilà un sujet, une enquête de Sophie Caranta sur l'hyperactivité. On va essayer de